Ooh, baby. Eh bien salut mes chers amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Et oui, comme d'habitude en fait à chaque fois on se retrouve dans une vidéo. Et pourtant je dis aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Ça n'a aucun sens. Pourquoi je dis ça à chaque fois, à chaque début de vidéo? Ça n'a absolument aucun sens. Aujourd'hui on se retrouve dans du bleu foncé. Oui, je change de sujet sans raison. Je sais pas pourquoi à chaque fois je présente mes couleurs. Aujourd'hui, voilà, on a du bleu foncé. Bleu... Ah, c'est du bleu foncé mais ça peut être aussi du bleu nuit. On va parler d'un mec qui s'appelle Anatoly Bugorski, voilà, je sais pas si je le prononce correctement, ça n'a aucun rapport avec le bleu, mais je voulais mettre une couleur et je savais pas quoi mettre, donc je mets du bleu, voilà. Voilà, vous avez pas le choix, c'est ainsi. Bref, est-ce que vous avez déjà entendu du scientifique Anatoly Bugorski? Non? Ça m'étonne pas, c'est vrai que ce nom c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement, mais son histoire est plutôt impressionnante. Cet homme a réalisé une expérience hors du commun, malgré lui. Nous sommes en pleine guerre froide et l'Union soviétique investit beaucoup dans des recherches dans l'énergie nucléaire. À cette époque, dans le domaine de la recherche scientifique, nous savons déjà que lorsque deux protons entrent en collision dans un réacteur à particules, cela le transforme en muon et en toutes sortes d'autres particules. En 1976 précisément, Anatoly Bugorski, un chercheur et physicien russe de 36 ans, observe une expérience au sein de l'accélérateur à particules le plus puissant de Russie. En voulant vérifier l'état d'une pièce de l'accélérateur qui avait mal fonctionné, sa vie prena un tout autre tournant. Ouhou, c'est ça le tournant, mon pote. Ouais, vous voyez, on va se calmer là-dedans, hein. On se calme et on arrête de faire des blurgs, ok? D'accord? T'as compris? Petit bidou? C'est bien. Alors, Monsieur Bugorski, alors qu'il voulait vérifier, je sais pas si je prononce correctement, mais on s'en fout, alors qu'il voulait vérifier du coup la pièce qui avait mal fonctionné, il a dû se pencher légèrement et sa tête passa au niveau où le rayon de l'accélérateur à particules est censé passer lui aussi. À ce moment-là, il était éteint, car l'accélérateur à particules est censé ne pas fonctionner, mais quelque chose changea la donne. Ce qu'il ignore en fait lorsqu'il voulait vérifier cette petite pièce, c'est que bien que les machines aient l'air totalement en panne, elles fonctionnent correctement. La seule chose qui ne fonctionnait pas sur cette machine, c'était les systèmes de sécurité. D'ordinaire, en ancienne unité de mesure de la dose absorbée par une cible, on sait que 5 à 600 doses de radiation suffisent à tuer une personne. Or, le faisceau de protons qui est entré dans le crâne de Monsieur Bugorski et qui est ressorti au niveau de son nez en faisait 200 000. Et à la sortie, il en faisait 300 000. Et ouais, une dose de radiation bien supérieure à ce qui est normalement supporté par un être humain. Eh bien, étonnamment, il a survécu. Et d'après ses mots, il a juste vu un éclair aveuglant qu'il aurait défini comme plus brillant que 1000 soleils. Il aurait apparemment ressenti aucune douleur. D'ailleurs, à la base, il n'avait prévenu absolument personne. Lorsqu'il faisait cette réparation, il s'est pris le rayon en pleine face, si je puis dire. Il n'en est pas mort, il n'a senti aucune douleur, il n'a prévenu absolument personne. C'est seulement le lendemain, en revenant au travail, où ses collègues se sont inquiétés, car le côté gauche de son visage, je crois que c'était le gauche, le côté gauche, effectivement, de son visage était extrêmement enflé, voire limite tuméfié. Pour les médecins, Monsieur Bugorski allait mourir dans les 2-3 semaines qui allaient suivre. Et encore, ils estimèrent qu'il avait de la chance, car il était censé mourir sur le coup. Là, il a tout de même le temps de faire ses adieux. Même si je suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'avoir le temps de faire ses adieux. Ouais, je sais pas si c'est psychologiquement normal de pouvoir se dire je vais mourir dans 2 semaines, ok, je fais quoi? Au cours des jours qui ont suivi l'accident, la peau du chercheur, située vraiment dans la zone côté gauche du coup du visage où il a été touché, a commencé à se décoller, laissant apparaître tout le passage du faisceau. C'est clairement impressionnant. L'intérieur de la tête du chercheur a également continué à se consumer. L'intérieur de la tête du chercheur a également continué à consumer, puisque tous les nerfs du cerveau, vraiment les nerfs du cerveau, ont tous fini par disparaître en l'espace de 2 ans. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit 2 ans, car au final il a survécu. Malgré le fait que la partie de gauche de son cerveau soit complètement cramée, Bugorski a survécu, même mieux que ça, il est resté intact. Quand je dis intact, je veux dire qu'il a pleinement conscience de tout ce qui se passe autour de lui. C'est comme s'il n'avait jamais rien eu. Il a même continué à être scientifique, ça ne l'a pas empêché dans ses recherches, il est resté intact dans sa vie. Cependant, le chercheur a tout de même subi des conséquences particulières suite à cet incident. Durant les 12 premières années qui ont suivi l'accident, Bugorski faisait des crises d'ordre neurologique. Rien de très handicapant,
Ces crises d'ailleurs constituaient comme les seules preuves de ce qui est arrivé à M. Bugorski. C'était les seules preuves que cet homme ait vécu quelque chose d'unique au monde. En vieillissant, le côté droit du visage de Bugorski a vieilli d'une manière normale, mais le côté gauche est resté comme figé dans le temps, comme si il était en réalité possible d'arrêter le vieillissement du corps humain. Même 19 ans après l'accident, le visage resta figé de manière impressionnante. Mais Bugorski resta tout de même totalement pleinement conscient de ce qui se passe dans sa vie, pleinement conscient de tout ce qu'il fait, et il a seulement noté une perte de l'audition du côté gauche. Ce qui franchement est très peu pour ce qui lui est arrivé. Si l'histoire de Bugorski vous paraît très impressionnante, mais pourtant si peu connue pour ce qu'il a vécu, ce qui est quelque chose de très exceptionnel tout de même, il a vécu quelque chose d'incroyable, mais c'est pas connu pour la simple raison qu'à l'époque de la guerre froide, toute recherche sur le nucléaire était tenue secret d'État par l'Union soviétique. Bien sûr, lors de la dislocation de l'URSS, il y avait un contrat pour tous les chercheurs de respecter un silence durant 10 ans. C'est seulement 10 ans plus tard, après la dislocation de l'URSS, qu'il a eu l'autorisation de parler. Sinon, ça aurait été prison directe, hein, parce que t'as un contrat, t'as travaillé pour l'État soviétique, attention à ce que tu fais, hein. Durant ce laps de temps, durant ces 10 ans, Bugorski tout de même se rendait 2 fois par an dans une clinique spécialisée pour pouvoir faire le point sur sa vie, sur comment avancent les choses, comment se développe son cerveau, savoir si tout va bien encore dans sa vie. C'est normal, c'est un peu comme un suivi psychologique, mais en plus intense tout de même. Il a également pu se rendre compte qu'il n'était pas si seul que ça. Il y avait, dans cette petite réunion avec leur psy spécialisé, il y avait d'autres personnes qui étaient victimes de problèmes nucléaires, tout simplement. Bien entendu, ce ne sont pas des cas aussi graves que lui. Enfin, quand je dis des cas aussi graves, certaines personnes avaient des conséquences bien plus graves que lui, mais c'est lui qui a eu la chose quand même la plus impressionnante, et c'est là qu'il se rend compte qu'il a énormément de chance comparé aux autres personnes. Depuis que son sort n'est plus secret, M. Bugorski se met à disposition des autres chercheurs, en tant que cobaye en quelque sorte, pour pouvoir découvrir comment son corps a exactement réagi face à ces protons, le faisceau proton, si je me souviens bien du terme. M. Bugorski a toujours pensé qu'il serait un magnifique sujet d'étude, et il l'a même affirmé après avoir fait cette déclaration. Je suis en fait le résultat d'un test involontaire lié à la guerre des protons. La capacité humaine de survie a été mise à l'épreuve. Bugorski est aujourd'hui toujours en vie, et il a actuellement un peu plus de 80 ans. Il est toujours en vie, toujours en forme. Seul là, le pouvoir de la vieillesse le rattrape, mais le pouvoir des protons, eux, n'ont eu aucune forme de puissance face à lui. J'ai adoré ce que je viens de dire, c'est super bien dit, j'adore. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie, je ne sais pas combien de temps elle aura duré parce que j'ai beaucoup bégayé, il y a pas mal de moments où j'ai fait... Donc il y a beaucoup de coupures. Voilà, je le dis franchement comme ça, là. Bref, il y a bien entendu le bonus après qui est assez long et on reste également dans le thème des conséquences de certaines choses sur la vieillesse. Voilà, et cette fois le bleu a un rapport, c'est le bleu de la nuit, le bleu du ciel, le bleu de l'espace. L'espace fini. Et voilà. Les chercheurs ont analysé et comparé les données médicales d'un astronaute qui est parti sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, mais ils ont également comparé exactement les mêmes données médicales sur son frère jumeau mais qui lui est resté sur Terre. Les différences sont plutôt intrigantes. Les résultats ont révélé des modifications génétiques irréversibles, mais c'est vraiment incroyable, vraiment. Mais également des capacités de résistance inattendues de l'organisme. Depuis les années 1960 jusqu'en 2019, 559 humains sont déjà allés dans l'espace. Mais parmi eux, seulement 8 d'entre eux sont restés plus de 300 jours sur la Station Spatiale Internationale. Et oui mon pote. Les effets à long terme de la microgravité, des radiations et de l'environnement spatial sont donc relativement méconnus. C'est ce qui a motivé la NASA à faire des examens approfondis sur un astronaute, Scott Kelly, qui a passé 340 jours en orbite, ce qui est un record pour les Américains. Resté sur la terre ferme, son frère jumeau Mark Kelly a été suivi de manière médicale exactement pareille pour pouvoir comparer les résultats. L'astronaute s'est vu rajeunir, ou plutôt se stopper, un peu comme notre petit pote qui s'est pris des rayons à protons dans la tronche. Ces rides ne se sont pas développées dans l'espace, et il est resté à peu près... Il avait à peu près le même visage à son départ qu'à son retour. Or, son frère, lui, a énormément vieilli entre-temps, mais une fois l'astronaute revenu sur Terre, ses rides ont repris
une forme normale, et les deux frères ont fini par avoir le même taux de rides 6 mois plus tard. Ce qui est plutôt impressionnant tout de même que de se dire que les rides ont décidé de ne pas vieillir tout le long de l'espace, et une fois sur Terre, voilà. Autre résultat surprenant, certaines gènes liées à la circulation sanguine et au système immunitaire de l'astronaute se sont éteints et rallumés tout au long de son séjour. Pendant la première moitié de la mission, ces variations concernaient 1500 gènes. Au cours de la seconde moitié, il y en avait 6 fois plus. Ce qui suggère que le corps humain subit des changements pas uniquement au moment où on arrive dans l'espace, mais tout au long. Et si ce n'est plus car visiblement ça se multiplie, donc plus on passe de temps dans l'espace, plus notre corps se modifie. Comme pour les rides, la plupart des variations que nous avons constatées sur les vaisseaux sanguins se sont stabilisées au final, au cours des mois où, après être revenu sur Terre, ça a fini par redevenir en état normal, mais plusieurs centaines sont restées en état de variation anormale. Donc voilà, ce sont les principales différences que nous avons pu constater, enfin, j'ai fait les recherches moi aussi, ok, mais c'est les premières principales différences qui a pu être constatée entre les deux frères jumeaux. Mais bien sûr, l'histoire peut être énormément développée, j'ai pas tout raconté parce que c'est vraiment... y a pas mal de mots scientifiques qui sont pas compréhensibles du tout. Vraiment, j'ai beau les lire, j'étais en mode... Voilà. Du coup, j'ai simplifié l'histoire en petits bonus, mais je trouve ça vraiment impressionnant la différence que le corps humain peut avoir dans l'espace et sur Terre, et surtout, à quel point le corps humain peut s'adapter, puisque dès que tu arrives dans l'espace, le corps commence déjà à changer pour s'adapter à l'espace. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche, à aller sur mon Insta et faire... Voilà, vous voyez, je suis pas du tout coiffé, je sors de la douche, c'est normal. Enfin, je sors de la douche, ça fait déjà un petit moment, mais c'est pas grave. Bref, j'espère que ça vous aura plu, la petite histoire du monsieur Bugorski et notre histoire sur les deux jumeaux qui sont allés dans l'espace, enfin un qui est allé dans l'espace, l'autre non, voilà. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous sur vos petites miches, bien moelleuses.